Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Hebdo Manga, le podcast dédié au manga et animé avec un épisode tous les dimanches pour revenir sur les dernières actualités, que ce soit au Japon ou en France, un état des lieux, des tendances et des ventes du milieu pour ne rater aucune pépite, ainsi que des dossiers aux sujets divers et variés pour vous partager ce que j'ai envie de vous partager. Cette semaine, d'énormes bombes ont été lâchées en côté annonce animée au Japon, que ce soit attendu ou inattendu. On débriefe de tout ça avec quelques autres news côté France, puis je vous présenterai les mangas de mars à suivre sur le territoire français. Je m'appelle Telio et encore une fois, bienvenue dans Hebdo Manga. Commençons donc sans plus tarder par les annonces animées de la semaine avec tout d'abord un nouveau trailer et une affiche promotionnelle pour l'anime L'Atelier des Sorciers, adapté du manga de Kamome Shirahama. Après de nombreux reports, celui-ci se verra enfin commencer sa diffusion en avril 2026, et vu les trailers, ça aura valu le coup d'attendre autant. Coco a toujours été fasciné par la magie et rêve de devenir une sorcière. Hélas, seuls les élus nés avec un don peuvent pratiquer cet art. Les autres n'ont pas le droit d'assister ne serait-ce qu'au lancement d'un sort. Coco a donc abandonné tout espoir, jusqu'au jour où un sorcier, Kefrey, visite la boutique de sa mère. Elle parvient alors à l'espionner et à découvrir la véritable nature de la magie. Au prix d'un événement tragique, elle devient la disciple de Kefrey et entre dans le monde aussi enchanteur que destructeur. Le manga est déjà un des plus beaux visuellement qui m'ait été donné de lire, alors il fallait au moins ça pour arriver à son niveau. Celui-ci sera animé par Bug Films, le studio précédemment connu pour Zoom 100, et commencera sa diffusion dès avril 2026. Ce qui est sans aucun doute la plus grosse annonce de la semaine, voire possiblement de l'année pour certains, c'est l'annonce d'un nouvel animé Evangelion qui a été annoncé après l'épisode spécial des 30 ans de la série. On retrouve des noms aussi étonnants que talentueux dessus, comme notamment Yoko Taro au script, connu auparavant pour Nier Automata. L'animé sera dirigé par Kazuya Tsurumaki, ayant déjà dirigé les nombreux épisodes de projet Evangelion aux côtés d'Hideaki Anno, ainsi que Toru Yatabe, connu notamment pour l'anime Chainsaw Man également. Côté musique, on retrouvera Keiichi Okabe, notamment connu également pour les OST de Nier Automata. Tout cela sera produit par le studio Kara, déjà en charge des derniers projets Evangelion, ainsi que le studio Cloverworks. Plus d'informations prochainement, mais vu les noms dessus, difficile de ne pas être hype. Redescendons un peu la température avec un nouveau visuel pour l'anime Blue Box pour sa seconde saison qui arrive. La rom-com d'une Jump verra sa nouvelle saison diffusée en automne 2026 par toujours le studio Télécom Animation. À peine redescendu que la température remonte déjà avec de nouvelles images pour le film Maoyo Witch of the Holy Night par Ufotable. Maoyo est originairement un visual novel de Type Moon, les créateurs de Fate, et voilà maintenant quelques temps que ce film avait été annoncé sans nouvelles. Le studio derrière Demon Slayer confirme une sortie pour celui-ci durant l'année 2026, et en profite pour confirmer que les autres projets animés comme Genshin Impact ou encore le prochain film Demon Slayer sont toujours bien en cours de production. Nouveau trailer pour le premier film du final de Hibiki Euphonium, l'anime orchestral par Kyoto Animation. Celui-ci est prévu pour avril 2026 au Japon. Je ne me suis pas encore penché sur la série, mais maintenant que la fin approche, il sera peut-être temps pour moi de m'y mettre, car ça a l'air tout bonnement excellent. Pour terminer avec les animés, un nouveau trailer ainsi qu'un visuel promotionnel ont été dévoilés pour l'anime Nippon Sangoku. Celui-ci adapte le manga Les Nations du Soleil Sanglant de Matsuki Ika, disponible chez nous aux éditions Akata. Après une succession de catastrophes politiques, écologiques et humanitaires, le Japon a éclaté en 3 nations distinctes, qui ne cessent de se livrer à des guerres de territoire. La civilisation s'est effondrée et le peuple vit dans la précarité, tandis que les élites corrompues l'exploitent pour renforcer leurs privilèges. Aoteru Misumi vit au sein de la commanderie Deime, du pays de Yamato. Mais malgré les difficultés du quotidien, ce jeune marié envisage l'avenir avec espoir, jusqu'à ce qu'un drame personnel vienne détruire son bonheur. Pour lui, c'est la goutte de trop. Refusant de continuer à subir l'injustice, il prend une décision qui le changera jamais. Il sera celui qui ramènera la paix en réunifiant le Japon. Début prévu pour ce printemps sur Prime Video, un anime qui m'intrigue énormément avec ce trailer. J'espère que l'histoire sera à la hauteur de celui-ci. Passons maintenant du côté de la France avec l'ouverture de la billetterie pour le concert symphonique sombrement intitulé Anime Symphonie, avec de grands noms de la musique anime-manga comme Yasuharu Takanashi, ayant travaillé sur Naruto ou Fairy Tail, mais encore Shiro Sagisu, derrière les OST d'Evangelion, et bien d'autres encore. Si vous aimez les OST d'anime, franchement le concert est fait pour vous. Il aura lieu le samedi 13 juin 2026 au Palais des Congrès de Paris, pour une durée approximative de 3 heures. Perso, j'ai pris ma place, et le reste appartiendra à l'histoire. Côté manga, on apprend qu'Ichizo Witch devient le plus gros succès de lancement chez les éditions Kiun, dépassant même Frieren et ses 10 000 copies vendues sur sa première semaine. Bien qu'on n'ait pas de chiffre exact, on ne peut que se réjouir de ce départ canon du côté de nos magiciens next-gen. Si vous ne connaissez pas encore, j'ai présenté le titre la semaine dernière dans mon podcast, n'hésitez pas à y faire un tour.
Enfin, annonce du côté de Kana pour un collector sur le tome final de My Dress Up Darling, ou Sexy Cosplay Doll chez eux. Celui-ci contiendra une boîte de rangement pour y mettre sa collection complète. Au-delà des illustrations discutables, c'est une idée de goodies que je trouve très bonne et que j'espère revoir sur d'autres séries. Mais bon, avec des illustrations moins borderline, tout de même. Voilà qui conclut les news de la semaine que je souhaitais vous partager. Passons donc tout de suite à la review des nouveautés manga du mois de mars. On est déjà au mois de mars, et oui, le temps passe vite et les nouvelles sorties arrivent très vite également. L'occasion de faire un petit rendez-vous mensuel pour faire le tour de ce qui nous attend en France dans les librairies ce mois-ci. On commence assez fort côté Josei avec le retour en librairie d'un titre très populaire dans ce paysage éditorial, avec Kids on the Slope de Yuki Kodama aux éditions Mangetsu. Début de l'été 1966, Kaoru quitte Yokosuka pour rejoindre un lycée de province. Contraint de déménager fréquemment depuis sa plus tendre enfance, l'école est devenue pour lui synonyme d'angoisse. Pourtant, dès son premier jour dans ce nouvel établissement, sa vie prend un tournant inattendu lorsqu'il fait la rencontre de Sentaro, un camarade de classe au tempérament fougueux. Malgré leurs différences, ils se rapprochent grâce à leur passion commune, le jazz. Désormais, la vie de Kaoru va changer de rythme. Découvrez ou redécouvrez la série culte de Yuki Kodama, The Blue Flower and the Ceramic Forest, lauréate du prix Shogakukan en 2012. Un Josei vibrant autour du jazz dans le Japon des années 1960, sur des fonds de rebondissements sociaux. Après une première sortie infructueuse aux éditions Kaze de 2013 à 2014, Mangetsu prend le parti de republier ce titre phare d'une mangaka que la maison semble fortement apprécier. Car en effet, Yuki Kodama avait déjà connu une première publication chez Mangetsu avec The Blue Flower and Ceramic Forest, un Josei dont les bouleversements sociaux tournent cette fois autour de thèmes originaux de la poterie. Un titre que la Shoujosphère avait réussi à transformer en succès sur ses premières ventes, il me semble, montrant à Mangetsu que l'engouement autour de l'autrice était au rendez-vous. Aucun doute à avoir que ce succès ait motivé les équipes à ressortir Kids on the Slope chez eux, malgré un échec cuisant il y a 10 ans de cela. Sauf que cette fois-ci, contrairement à Blue Flower, ici, Kids on the Slope est un classique. Si l'autrice avait une bonne réputation avec l'arrivée de Blue Flower, c'était grâce à la popularité de Kids on the Slope, notamment dû par un animé diffusé durant 2012, plus connu sous le nom de Sakamichi no Apollo. Aucun doute que les lectrices de la dernière série seront de retour pour la sortie de son magnum opus. À titre personnel, c'est un titre qui me parle notamment par sa thématique tournant autour du jazz, car c'est un genre musical que j'affectionne beaucoup. Il n'y a qu'à voir l'intro et l'outro de ce podcast sous OST Lupin pour vous le prouver. Sortie prévue le 4 mars pour une partition en 9 tomes. Ensuite, sortie moins brillante qu'Ichi the Witch, c'est sûr, mais les éditions Kiyun se voient de nouveau éditer un des derniers gros succès japonais de la maison Shogakukan avec le très déroutant Rai 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 de Kei Yoshiaki. Au cours d'une terrible guerre, les humains ont réussi à vaincre les aliens. Mais ceux-ci ont laissé derrière eux certains de leurs créatures. Sumire fait partie d'une entreprise chargée de se débarrasser des spécimens les plus inoffensifs. Son mode quotidien est bouleversé quand les extraterrestres l'enlèvent et lui greffent un guerrier assoiffé de sang. Quand elle est attaquée par un monstre des géants en vadrouille, elle tente le tout pour le tout en abandonnant le contrôle aux parasites. Il balaie leurs adversaires et est sur le point de reprendre son plan d'extermination de l'humanité quand une guerrière anti-alien le décapite. De nouveau aux manettes, Sumire doit maintenant survivre en mode colocation corporelle interespèce. Changer de vie, oui. Perdre son humanité, non. Dans cette comédie à la sauce science-fiction, gag et action s'enchaînent à un rythme endiablé. Acclamé dès sa sortie, Rai 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 a été propulsé dans les tops des titres les plus prometteurs du Japon. Se plaçant parmi les tops des ventes à chaque volume avec plus de 10 000 copies vendues en première semaine de sortie, Rai 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 est l'un des derniers gros succès de Manga One, l'application mobile publiant des webcomics, avec des succès comme Les Noces des Lucioles, Beast King on Medicinal Herbs ou encore Zelda Twilight Princess. Il se voit également récompensé d'un grand succès critique se plaçant 7ème au Konomanga Gasukoi, un des grands concours annuels côté manga, et se voit également recommandé par de nombreux talents de l'industrie comme One, le scénariste de One Punch Man ou Mob Psycho-san, mais également Kotoyama, le mangaka de Call of the Night. Et ces noms ne sont pas là par hasard car ce sont des artistes connus pour osciller entre l'absurde et le sérieux avec une grande maîtrise. Rai 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 est un titre qui se veut énormément parodique sur beaucoup de points, et rien qu'avec un synopsis, on comprend le degré d'humour que l'auteur essaye de placer dans son récit. Cependant, ça ne l'empêche pas de construire des critiques intéressantes sur notre société moderne, porter un regard sur le futur de notre civilisation, ou encore parodier le comportement que certains humains devraient avoir honte de dépeindre. C'est un manga d'humour et d'action qui semble cacher plus qu'il n'y paraît, s'ouvrant ainsi à un lectorat plus important que simplement les amateurs de comédie d'action. L'éditeur le présente comme, je cite, « le parfait mélange entre Dan 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 et Kaiju No. 8 », et je pense que ça résume pas mal sa situation. Sortie prévue le 4 mars chez les éditions Kiyun pour un manga toujours en cours au Japon avec 6 tomes disponibles. Ce mois-ci, c'est aussi la sortie d'un des derniers survivants du Jump. Malgré des ventes assez moyennes pour le magazine, le titre réussit à continuer sur sa lancée avec Shinobi Undercover aux éditions Soleil Manga qui voit son premier tome sortir le 5 mars chez nous. Yodaka est un shinobi extrêmement doué mais souffrant d'une grave anxiété sociale.
Il est chargé de protéger Aoi Mukai, une lycéenne maladroite prise pour cible par des shinobi en fuite. Yodaka doit s'efforcer de protéger Aoi et de surmonter ses difficultés relationnelles afin de lui offrir la meilleure vie de lycéenne possible. C'est un titre qui ne m'avait pas parlé à ses débuts, mais de ce que je peux voir par la suite, la survie du manga a permis à son mangaka de proposer des scènes d'action assez épiques, et surtout très bien dessinées. Il est à la croisée de ce que Yozakura Family avait proposé il y a quelques années de cela, devenant ainsi un petit peu son héritier spirituel dans le magazine. Le côté lycée et anxieux social ne me parle pas du tout, mais le plot autour des shinobi, de la protection d'une mystérieuse jeune fille lycéenne et des combats spectaculaires à base de techniques spéciales entre personnages plus dérangés les uns que les autres m'attire déjà un peu plus. Il est d'ailleurs assez drôle de retrouver ce titre chez Soleil Manga, dont le dernier succès du Jump en date dans leur catalogue est Witch Watch, qui n'arrive pas du tout à trouver son public en France, malgré un manga qui, je trouve, est vraiment drôle et plaisant. On verra si le destin réservera le même sort aux petits nouveaux, mais l'éditeur semble ne pas vouloir réitérer l'expérience, car pour la sortie du tome 1, un petit collector sera disponible pour le tome 1, contenant une histoire courte inédite ainsi que 3 ex-libris. Pour les fans de Neketsu classique mais efficace, ce titre vous parlera sans aucun doute. Donc rendez-vous le 5 mars aux éditions Soleil Manga, une série actuellement toujours en cours au Japon avec 6 volumes. Une série que l'on n'attendait plus revient enfin aux éditions Kana avec la sortie du tome 8 du manga Princesse Puncheuse de Nana Otori au scénario et Sora Onoki au dessin. Les fiançailles entre Scarlett, fils de duc, et le second prince de Palistan, Kyle, ont été abruptement annulées lors d'un banquet. Scarlett a été accusée d'avoir harcelé à plusieurs reprises une jeune fille du nom de Terenezza, que le prince Kyle affectionne tout particulièrement. Ces fausses accusations, orchestrées par le prince, Terenezza et soutenues par l'ensemble des invités, sont la goutte de trop pour Scarlett, qui, depuis 17 ans, est le souffre-douleur du prince. Avant que je ne parte d'ici, puis-je te demander une dernière faveur ? Voici les derniers mots que Scarlett a prononcés avant de frapper Terenezza au visage et de fracasser tous les invités. Ce scandale va évidemment faire grand bruit dans l'aristocratie. Certains chercheront à laver l'affront et à se venger. Complot, intrigue pourront-ils faire le poids face au poing de Scarlett ? Malgré sa présence au sein de la collection Big Kana, il ne faut pas s'y tromper. Princesse Puncheuse est bien un shoujo, dont le titre original est May I Ask for One Final Thing, et est un titre en pause chez l'éditeur depuis le 4 octobre 2024 par souci avec les ayants droit d'après Kana. Le retour tombe à pic car une saison animée a été diffusée en octobre 2025 et pour l'avoir regardé, je l'ai vraiment trouvé super. C'est drôle, dynamique, les personnages sont tous cool, le lore et le bestiaire sont dans le package classique mais efficace des récits de fantasy, mais surtout la plus-value la plus importante est évidemment le personnage de Scarlett, qui détonne complètement des princesses habituelles. Ce contre-pied est le point central de tout le manga et est utilisé d'une bonne manière dans son récit. Ainsi, avec la diffusion de cet animé et avec la nouvelle vague de personnes, dont moi ayant découvert ce titre grâce à celui-ci, ça va possiblement se tourner vers le manga pour continuer l'histoire. Et il est donc très appréciable de voir revenir celui-ci chez nous après une longue pause dans son rythme de sortie. Retour de la série et son 8ème tome le 6 mars aux éditions Kana, avec un manga toujours en cours au Japon avec 11 tomes disponibles. Changeons à nouveau de cible éditoriale car l'un des derniers Yuri phénomènes du Japon, à savoir Love Bullet de Ine, fait une entrée acclamée pour les fans du genre chez nous aux éditions Vega. Depuis l'aube de l'humanité, les personnes qui meurent prématurément et sans jamais avoir connu l'amour sont réincarnées en Cupidon par la déesse de l'amour, des êtres chargés d'aider les humains à tomber amoureux. Koharu est une toute nouvelle recrue qui, grâce à ses capacités d'observation et à son instinct, va aider les humains à trouver l'âme sœur. Déjà tout récent au Japon avec seulement 2 tomes disponibles, les éditions Vega décident de sortir dès maintenant la série chez nous. Une parution qui semble assez lente, mais au vu des retours critiques dessus, l'attente semble valoir largement le coup. C'est l'un des titres les plus en vue de son genre, donc même si je ne l'ai pas lu, il me semblait important de le souligner. D'autant qu'au vu des retours et du style de dessin, l'œuvre me chauffe pas mal, donc peut-être bien que je craquerai. Avec un rythme lent, ce ne sera pas un achat qui me ruinera sur le long terme, donc pourquoi pas. Sortie prévue le 13 mars chez nous. Mais Love Bullet n'est pas le seul manga qui a piqué ma curiosité le 13 mars, car on voit également la sortie du one-shot Les Murmures des Herbes Sauvages aux éditions Naban. Nonoko tient une boutique d'antiquités. Aux yeux des autres, ses produits sont de vieilles babioles inutiles. Mais pour elle, chaque objet a su toucher son cœur. Alors qu'avant, elle ne s'y était jamais vraiment intéressée, Nonoko s'ouvre petit à petit aux plantes sauvages qui vivent dans son jardin. Ces plantes auxquelles personne ne semble réellement prêter attention, mais que son défunt grand-père aimait tant. En apprenant à connaître les plantes qui l'entourent, guidé par une encyclopédie de son grand-père, le quotidien de Nonoko devient beaucoup plus coloré. Ce one-shot est le premier recueil d'Iku Kamijima, un auteur très prometteur. Il n'y a qu'à voir la cover, elle m'a tapé dans l'œil directement. Ensuite, les propos m'intriguent très positivement. L'idée de baser son récit sur les plantes qui entourent la protagoniste, l'apprentissage de celle-ci pour raisonner avec les passions de son grand-père me parle étrangement beaucoup. C'est assez inhabituel comme thématique, et vu que le style artistique me tape plutôt bien dans l'œil, je m'attends à découvrir de belles plantes, un domaine dont je ne connais rien.
Il y a des mangas comme ça qui résonnent avec nous malgré leur distance par rapport à nos lectures habituelles, et je pense que celui-ci est complètement dans ce cas. En plus de ça, l'acheter permettra de soutenir une maison d'édition indépendante qui fait de l'excellent travail, alors aucune raison de se priver. Sorti donc le 13 mars chez nous aux éditions Naban. Retournons de nouveau du côté des éditions Vega avec non pas une nouveauté, mais au contraire la fin d'une série de leur catalogue, avec le tome 18 d'Holyland qui vient conclure l'œuvre de Koji Mori. Lycéen qui ne se sent pas à sa place ni à l'école ni chez lui, Yu Kamishiro ne se sent même pas exister. Un beau jour, il apprend à exécuter un jab cross, l'enchaînement de base de la boxe, et se met à sortir la nuit dans le quartier de Shimokitazawa pour y chasser les Yankees. Enfin, plus exactement, il ne fait que se défendre de ses agresseurs, ce qui va lui valoir le surnom de chasseur de Yankees de Shimokita. Alors qu'il pensait trouver dans la ville nocturne sa terre sainte, sa place dans ce monde, Yu va être inspiré dans une spirale de violence, et un groupe de Yankees va engager un membre du club de judo de leur lycée afin de le combattre en duel. Le combat existentiel de Yu commence maintenant. C'est un titre qui avait longtemps été attendu en France par la communauté manga underground, de par son statut presque mythique du genre au Japon et une qualité narrative largement saluée par les lecteurs. Ce 18e tome vient donc conclure cette série de bastons aussi tragique qu'impitoyable, une lecture marquante que les fans du genre ont forcément adoré suivre. C'est avec ce titre que Koji Mori s'est inscrit dans le paysage des mangas au Japon, jusqu'à reprendre récemment Berserk au décès de son grand ami Kentaro Miura. Il verra sa conclusion prendre place dans les librairies le 20 mars en France. Enfin, clôturons ce mois de mars avec la conclusion d'un des plus gros succès commerciaux de ces dernières années avec le tome 16 de Kaiju No. 8. Enfant, Kafka et Bino rêvaient d'intégrer les forces de défense pour combattre ces terribles ennemis, mais après de nombreux échecs à l'examen d'entrée, ce trentenaire travaille à nettoyer les rues de leurs encombrants cadavres. Jusqu'au jour où une mystérieuse créature s'introduit dans son organisme et le métamorphose en une entité surpuissante, mi-humaine, mi-kaiju. Son nouveau nom de code, Kaiju No. 8. C'est un manga qui ne fait pas l'unanimité par son côté classique, mais force est de constater que la formule est très bien maîtrisée et que son succès chez nous ne sort pas de nulle part. Avec plus d'1 million de copies écoulées sur le sol français, la fin des aventures de Kafka se verront accompagnées d'un collector colossal pour finir en beauté. Personnellement, c'est une œuvre que j'ai beaucoup aimé suivre et découvrir, qui en plus de ça n'a pas traîné en longueur pour raconter ce que le mangaka souhaitait faire directement. Les dessins sont superbes, le mélange action et humour est maîtrisé, et les phases plus sérieuses sont correctement mises en place tout au long du récit. Si vous aimez les Neketsu, je vous le recommande chaudement. Fin de série prévue le 25 mars aux éditions Kaze/Crunchyroll. Voilà pour les titres sur lesquels je voulais me concentrer, mais comme habituellement, voici quelques autres sorties sur lesquelles je ne m'attarderai pas, mais qui valent selon moi le coup d'œil. Les sorties Kurokawa du 12 mars avec le tome 9 de Tsugai, le nouveau manga de Hiromu Arakawa, dont on aura l'occasion de reparler pour les animés de printemps à suivre, ainsi que le tome 30 des Héros de la Galaxie, l'adaptation manga du classique de space opéra japonais, qui terminera en mars au Japon avec son volume 35. Tome 4 de Hellsing, édition perfecte chez Tonkam, qui est l'avant-dernier de la série. Double série Uketsu le 20 mars chez Kana avec la sortie du tome 3 de The Strange House, et le premier tome de Strange Pictures, l'adaptation manga des romans thrillers à succès japonais. Enfin, pour terminer le mois, la sortie du tome 7 d'Ozuki le Stoïque, l'excellente comédie de Natsumi Eguchi qui est revenue chez Noévé Graphics le mois dernier déjà. Voilà qui conclut les sorties du mois de mars que j'ai retenues de mon côté, c'est sûrement le format que je préfère préparer pour les podcasts, aussi entre populaire et plus discret, nouveautés ou séries en cours. C'est un petit travail de recherche que j'apprécie vraiment. J'espère que vous appréciez autant que moi et que votre wishlist mensuelle sera remplie correctement grâce à cela. C'est déjà la fin de cet hebdo manga, j'espère qu'il vous aura plu. Vraiment, je le répète, mais j'adore partager les nouveautés de chaque mois, c'est sûrement le format que je préfère le faire le plus. Attendez-vous à la voir à chaque début de mois, ça je vous le garantis. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau hebdo manga. C'était Elio, ciao!